Bon, si vous êtes abonnés les amis à la chaîne, vous connaissez un petit peu maintenant à me connaître. Je réfléchis beaucoup, je passe beaucoup de temps à chercher des histoires à raconter. J'essaye de plus en plus de chercher des histoires qui sont pas trop connues, mais qui restent tout de même quand même super intéressantes. À la base, c'est vrai que je suis assez fasciné par le paranormal. Et à force de vous raconter toutes ces histoires d'horreur, j'en suis venu à une conclusion. La plupart des monstres qui agressent les gens ne sont pas forcément des forces surnaturelles. Rien à voir. Le véritable monstre, c'est bien souvent l'être humain. Agression physique, sexuelle, harcèlement moral, endoctrinement. Bon, on commence à avoir traité là pas mal de cas déjà où l'horreur ne tient qu'aux actes des êtres humains. Alors, ça m'a donné une petite idée. Une idée qui a été difficile, je vous l'avoue, à concrétiser. Je voulais, les amis, vous proposer un iceberg des pires créations humaines. Et bon, je vous avoue que c'est parti un peu dans tous les sens. J'ai commencé à chercher des créations artistiques, puis j'ai trouvé pas mal d'autres références plutôt intéressantes. J'ai trouvé des objets communs devenus hyper célèbres et des performances artistiques assez bizarres, honnêtement très étranges, ouais. Mais aussi j'ai trouvé des théories complètement what the fuck, qui n'ont aucun putain de sens. Leur point commun, avoir été conçu par l'être humain. On s'apprête les amis à opérer une descente abyssale dans les créations de l'esprit humain les plus dérangeantes. Mais avant de mener cette descente dans les eaux profondes, n'hésitez pas les amis à vous abonner, à liker cette vidéo, je le dis très rarement, mais ça me soutient vraiment beaucoup. Je sais que peu de personnes y pensent, peu de personnes me disent j'ai oublié de m'abonner, désolé. Bah écoutez, ne soyez plus désolés et faites-le là en vrai. Un simple clic les amis vraiment est un énorme soutien pour moi, donc n'hésitez vraiment pas et à partager aussi la chaîne si vous avez aimé à la fin cette vidéo. Évidemment voilà, faites tout ça si à la fin vous êtes content de la vidéo. Enfin, si vous arrivez finalement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Car plus on va descendre dans les thèmes de cette vidéo, plus on va aller vers des choses déconcertantes. Pour cette première partie, les amis, on va commencer plutôt tranquillement. Bon, vous connaissez le principe si vous êtes des habitués de la chaîne. Pour l'instant, on barbote en surface. Ici, on trouvera surtout des références probablement connues du grand public. Des références assez populaires et qui révèlent parfois, souvent, de la légende urbaine. Comme vous vous apprêtez à le voir, ce n'est pas toujours l'objet en lui-même qui est effrayant dans les histoires, mais la vie de ses créateurs ou de ses possesseurs. Black Aggie, la statue maudite du Marineland. Quand Henry Adams perd sa femme en 1885, il est complètement dévasté par le chagrin. Cet écrivain, ancien professeur d'histoire à Harvard, est l'arrière-petit-fils du deuxième président des États-Unis. Sa défunte, Marianne Clover Hooper Adams, est enterrée alors dans le cimetière de Rock Creek à Washington. Pour lui rendre alors hommage, il commande une statue. Une belle et grande statue à un sculpteur américain réputé, Augustus Saint-Gaudens. Ce n'est pas moins que le sculpteur du Lincoln Monument de Chicago. Il faut dire que Adams est une grosse fortune. Marianne, sa défunte épouse, était aussi issue d'une famille fortunée. Elle s'est alors lancée dans la photographie et développé elle-même ses clichés. C'est l'une des toutes premières femmes d'ailleurs portraitistes dans ce domaine. Mais malheureusement, elle va plonger dans une profonde dépression à la mort de son père. Alors à l'âge de 42 ans seulement, elle met fin à ses jours en ingérant du cyanure de potassium. Ce produit chimique, en fait, il est utilisé en chambre noire pour le développement des images. Et donc, vous imaginez sûrement la suite, quand un humain ingère ça, c'est pas forcément top. Elle laisse alors derrière elle un mari éploré, fou de chagrin. La statue en bronze est dressée en 1891 sur la tombe de la défunte. Assise, drapée dans un tissu immense, le visage caché dans l'ombre. Mais alors, s'agit-il d'une femme, d'un ange? Quoi qu'il en soit, elle veille désormais sur la sépulture. Et si vous pensez que les phénomènes étranges vont commencer maintenant, alors vous vous trompez. Car il faut en réalité attendre 1926 pour que cette statue fasse parler d'elle. Plus précisément, une réplique de la statue, elle aussi destinée à veiller un défunt. Un certain Félix Annius, éditeur et vétéran de la guerre de sécession. Sans demander évidemment l'autorisation à Saint-Gaudens, le sculpteur de la version originale, il en fait faire une réplique. C'est alors à Edward Ludwig de reproduire la statue à l'identique. Mais dès l'installation de la copie, des rumeurs circulent déjà à son sujet. Certains disent avoir vu la statue prendre vie durant la nuit. Ses yeux rouges luisants brûlent apparemment les yeux de quiconque croise son regard. Et si vous vous asseyez apparemment sur ses genoux à minuit, des âmes errantes viendront vous hanter à jamais. À moins que vous ne mouriez dans l'année.
Surnommée Black Aggie, en diminutif de Anus, la statue attire de plus en plus les curieux. Des visiteurs alors s'introduisent dans le cimetière la nuit en quête de sensations fortes. Et la sépulture est régulièrement vandalisée. Dépassée complètement par la situation, la famille Anus décide de se séparer de la statue en 1967. Elle est alors offerte au Smithsonian, un musée d'art américain. Et alors pendant quelques années, Black Aggie reste à l'abri des regards, stockée dans les réserves. Finalement, elle est installée dans un square à Washington, le Lafayette Square. Pas loin du lieu d'ailleurs où Marianne Adams a mis fin à ses jours en 1885. Alors est-ce que vous oserez vous la regarder dans les yeux? Little Bastard, la voiture maudite de James Dean. Alors James Dean, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un célèbre acteur américain des années 50. Et s'il est devenu une légende, c'est peut-être aussi à cause des circonstances qui lui ont ôté la vie. Après une enfance difficile et des années de galère pour percer dans le cinéma, le jeune James Dean vient alors de signer son premier gros contrat. Amateur de voitures de sport et de courses automobiles, il envisage de s'offrir une voiture de sport avec ce cachet généreux. Il commande alors une Lotus Mark X. Mais en passant devant la vitrine d'un concessionnaire automobile, il change complètement d'avis. Il change d'avis parce qu'en fait, il voit devant lui un speeder Porsche 550. Là, c'est vraiment pour lui le coup de foudre. C'est décidé, il lui faut cette voiture. Ultra légère, elle est parfaite pour la compétition. Un moteur 4 cylindres, une puissance de 110 chevaux, un poids de seulement 550 kg, une vitesse pouvant s'élever à 230 km/h. Bon, bien sûr, il faudra la pousser un peu sur la route pour roder les moteurs avant évidemment sa première course. Bon, alors le 30 septembre 1955, James Dean se rend sur un tournage au volant de son bolide qu'il surnomme Little Bastard. Il s'agit d'un spot publicitaire pour une marque de pièces automobiles. Et à la fin de la journée, il reprend alors le volant. Il doit se rendre maintenant à Sanilas pour participer à une course qui a lieu le lendemain. Avec lui, son mécanicien Rolf Wetterich. Le temps est plutôt dégagé ce jour-là et la route est assez belle. À l'angle des routes 41 et 46, pourtant, un automobiliste lui refuse la priorité. Le conducteur, un étudiant, dira plus tard qu'il ne l'a pas vu arriver. Le choc est extrêmement violent. Le mécanicien de l'acteur et le conducteur fautif sont blessés. James Dean, lui, est tué sur le coup. Il se raconte alors très vite qu'il aurait été victime d'une malédiction. On accuse alors Mayla Nurmi, une actrice de films d'horreur, de lui avoir attiré le malheur. Adepte du satanisme, elle aurait apparemment voulu se venger car James niait leur relation devant les journalistes. L'épave de la Porsche est vendue alors 2500 $. Et même si elle ne peut plus rouler, elle peut encore servir en pièces détachées. Pourtant, Little Bastard n'a pas fini de faire des victimes apparemment. Pendant le transport jusqu'au garage qui vient de l'acquérir, l'épave se détache de la remorque et blesse un mécanicien. Puis, c'est l'entrepôt où elle est stockée qui prend feu. Une fois alors la carcasse démontée, les pièces sont revendues à des propriétaires qui possèdent le même modèle et ont besoin de changer tout simplement des pièces. Il faut dire qu'il n'a été produit que 90 exemplaires du modèle. La transmission et le moteur atterrissent alors dans les Porsche de deux médecins amateurs de bolides. Quelques semaines plus tard, alors ils font une sortie de route, alors qu'ils s'amusent à faire la course. Et alors là, l'un est grièvement blessé et l'autre meurt littéralement sur le coup. Quant au reste de la carcasse de Little Bastard, elle est rachetée par la Société des autoroutes de Californie. Le but est de l'exposer pour sensibiliser les gens à la sécurité routière. Mais au cours des expositions itinérantes, les accidents continuent. Un jour, la voiture tombe même du podium où elle est exposée et blesse un spectateur. Bon, une décision est prise, c'est de l'envoyer pour de bon à la casse afin qu'elle ne fasse plus aucune victime. Mais durant son ultime trajet, Little Bastard disparaît, mystérieusement et définitivement. Arrivé à destination, oui, le véhicule a disparu, sans qu'aucune effraction de la remorque ne soit constatée. Alors là, on se pose plein de questions, est-ce que c'est un collectionneur qui est prêt à tout pour la posséder? Aujourd'hui encore, on ne sait pas où elle peut se trouver. L'étrange manuscrit de Voynich. Vieux de 600 ans, le manuscrit de Voynich est l'un des plus grands mystères, les amis, de la cryptologie, c'est-à-dire de l'étude des messages cryptés en gros. En 1972, Wilfried Michael Voynich, libraire polonais, achète le manuscrit dans une bibliothèque jésuite italienne. L'ouvrage est rédigé dans une langue qu'il ne connaît par contre pas du tout. Il tente alors de le faire traduire, mais
personne n'y arrive. Et jusqu'à aujourd'hui, de nombreux scientifiques essaient de percer le mystère, mais personne n'y arrive. Même Alan Turing, l'homme qui a cheaté les codes secrets nazis, n'a pas du tout réussi là à déchiffrer le manuscrit de Voynich. Pour cause, le document est rédigé dans une langue inconnue, peut-être même inventée ou codée. Une écriture manuscrite, délicate et ronde, qui s'étend de gauche à droite. Les paragraphes sont courts et entrecoupés d'illustrations minutieuses. On peut y voir des schémas de châteaux, de dragons et même de silhouettes, mais aussi de plantes, de planètes et de symboles astronomiques. Tous dessinés à l'encre verte marron, jaune, bleu et il y a aussi même du rouge. Un des plus curieux d'ailleurs représente des dizaines de femmes nues qui se baignent dans des bassins de liquide vert. Le manuscrit, pas plus grand qu'un livre de poche, compte 234 pages en vélin de la peau de veaux morts-nés. Les analyses menées sur le manuscrit permettent alors d'en apprendre un petit peu plus sur ce mystérieux bouquin. Rédigé à la plume d'oie, il manque des feuilles et la couverture n'est pas apparemment d'origine. Il semble aussi que quelqu'un a cherché à le restaurer par le passé. Des passages montrent même qu'on a repassé par-dessus certaines phrases qui se sont effacées avec le temps. Le manuscrit est déjà probablement en l'état lorsque Voynich l'achète. Tout l'ensemble de l'ouvrage semble avoir été rédigé à la même époque, en Europe centrale. Et d'ailleurs, une datation au carbone 14 des pages en velin permet de dater sa fabrication. C'était entre apparemment 1404 et 1438. Le texte écrit de gauche à droite, avec une marge inégale, ne montre aucun signe de ponctuation. Le tracé des symboles est fluide, ce qui montre que la personne qui l'a écrit comprenait ce qu'elle écrivait. Dans le cas d'un message chiffré compliqué, on voit que les symboles utilisés sont ajoutés les uns aux autres. L'écriture est moins fluide, car plus difficile, ce qui ne semble pas être le cas ici. Certains passages, cependant, ne sont pas très soignés. Par endroits, l'écriture est même assez irrégulière. En gros, ça ressemble un peu à un carnet personnel, quoi. Pas une reproduction d'ouvrage personnel, ni une sorte d'œuvre d'art. Mais alors, que contient-il vraiment? Alors, selon les thèmes qui reviennent dans les illustrations, les chercheurs identifient alors exactement 6 chapitres. La botanique, l'astronomie, la biologie, la cosmologie, la pharmacie et des recettes. Mais le manuscrit de Voynich reste alors un défi en matière de déchiffrage. Et on ignore encore aujourd'hui ce qu'il contient réellement. De nombreuses théories se sont évidemment succédées, vous l'aurez imaginé, et la dernière en date est avancée par des mathématiciens qui proviennent tous du Canada et qui ont eu recours à l'intelligence artificielle pour essayer de décoder ce manuscrit, quoi. Et selon eux, 80% de l'ouvrage serait rédigé en une forme médiévale de l'hébreu. Pourtant, la nature exacte de ce document et son auteur reste une énigme totale. On pourrait penser alors qu'il s'agit d'une sorte de pharmacopée, c'est-à-dire des règles de fabrication de médicaments, ou encore un guide à destination des médecins de l'époque médiévale, mais même les plantes représentées sont une énigme. On n'arrive pas trop à déceler ce que c'est vraiment, car la plupart ne sont en réalité que des hybrides de plusieurs espèces. Des racines d'une espèce sont rattachées à la tige, et aux feuilles d'une autre, puis aux fleurs d'une troisième. Bref, une chimère totale, une pure création à partir de plantes qui existent déjà en fait. L'énigme du manuscrit reste alors complètement entière. Alors est-ce que son langage est inventé par une personne de toute pièce, dans un but un petit peu magique ou tout simplement philosophique? S'agit-il d'un livre un petit peu expérimental d'un artiste, ou bien d'une escroquerie complètement créée de toute pièce par une sorte de charlatan? Nous ne le saurons malheureusement, probablement, jamais. Xochimilco, l'île aux poupées. Xochimilco, j'espère que je le prononce bien, est une région marécageuse au sud de Mexico. Perdu dans les canaux labyrinthiques, un îlot ne figure pas sur les parcours touristiques. Pour y accéder, il faut demander aux trajineras, ces petites embarcations colorées, de nous y conduire. Dans une végétation luxuriante, après 2 heures de navigation, au détour d'un virage, un spectacle est devant vous et il est absolument terrifiant. Accrochés aux arbres, sur des clôtures, pendus par des fils de fer rouillés, des milliers de poupées. On peut voir de tout. Il y en a qui sont démembrées, crasseuses ou même parfois pourries. Les silhouettes sont mutilées et s'entassent absolument toutes. Les yeux vides de ces bébés en plastique vous fixent. Bienvenue sur la Isla de las Muñecas, littéralement l'île des poupées. Mais alors qu'est-ce que c'est cet étrange endroit ? Et que font toutes ces poupées au fond des marais mexicains? Dans les années 1950, Don Julian Santana Barrera est le gardien de l'île où il vit en ermite. Île sur laquelle d'ailleurs une petite fille se serait noyée dans le passé. Et un jour, il retrouve une mystérieuse poupée qui flotte à l'endroit où cet enfant a disparu.
Alors, en hommage, il l'accroche dans un arbre. Les nuits suivantes, il entend des bruits bizarres, des bruits de pas, et même des gémissements angoissés. Il est persuadé alors là qu'il s'agit de l'esprit de la jeune fille qui réclame d'autres poupées. Alors, pendant plus de 50 années, l'homme va collectionner les poupées et les accrocher partout où il peut sur l'île. Il espère alors apaiser en faisant ça l'esprit de la jeune fille, mais aussi tous les esprits qui pourraient hanter les lieux. Pour trouver alors toutes ces poupées, devinez ce qu'il fait, il fouille tout simplement toutes les décharges possibles. Ou des fois il troque avec les habitants du coin contre les légumes qu'il cultive. Sur le coup, l'histoire de Don Julián Santana Barrera passe totalement inaperçue. Mais dans les années 90, un programme de nettoyage des canaux de Xochimilco dévoile le spectacle au public. Depuis, le lieu est une destination de prédiction pour le dark tourisme. En 2011, c'est Don Julián Santana Barrera qui est retrouvé noyé à l'âge malheureusement de 80 ans. Au même endroit que la petite fille des décennies avant lui. Même si, en réalité, on doute de l'existence de cet enfant et de la véracité de son histoire. Peut-être n'a-t-elle jamais en fait été que le fruit de l'imagination de Barrera, rendu fou par l'isolement de la vie sur l'île. Il n'en reste pas moins qu'il a vécu les 50 dernières années de sa vie avec ses poupées. Depuis alors son décès, orphelines, les poupées sont laissées à elles-mêmes, soumises à tous les éléments de la forêt. Abîmées, couvertes de toiles d'araignée, remplies d'insectes, elles offrent alors là un lugubre spectacle. Aujourd'hui, sur l'île, un mausolée est dédié à Barrera. Certains visiteurs même laissent une pièce sur l'autel. D'autres continuent son œuvre pour perpétuer un petit peu la tradition en y accrochant eux aussi de nouvelles poupées. Et nombreux sont ceux qui disent avoir entendu des poupées rire, parler entre elles, ou les avoir vues même cligner des yeux. Les monolithes mystérieux. Des monolithes mystérieux apparaissent au coin du monde entre 2020 et 2024 et alimentent les théories extraterrestres. Le premier a été trouvé aux États-Unis, dans l'Utah. Ce sont des pilotes d'hélicoptères qui le découvrent alors qu'ils survolent la région pour recenser les mouflons. C'est la chose la plus étrange que j'ai rencontrée au cours de toutes mes années de vol. C'est ce que va dire Brett Hutchings, le pilote. La structure semble avoir été fabriquée de la main de l'homme et est solidement plantée dans le sol, ce qui exclut alors tout largage par les airs. Fin 2020, on en découvre un en Roumanie, puis aux Pays-Bas. L'étrange monolithe est retrouvé par des randonneurs sur un terrain privé. Dans le Nevada, la police de Las Vegas poste sur ce qui est encore Twitter plusieurs images. Une structure similaire est apparue au milieu de nulle part. Nous voyons beaucoup de choses bizarres quand les gens partent en excursion. Ils ne sont pas équipés pour de fortes chaleurs, ils n'emportent pas assez d'eau. Mais regardez ça. On parle tout de même d'une structure qui atteint environ 3,5 mètres de hauteur. Au Pays de Galles, 4 ans après la première apparition du premier monolithe, des promeneurs en découvrent un près de la ville de Hay-on-Wye. Au début, ils pensent que cet objet un peu bizarre pourrait être une petite recherche scientifique. Ça peut être une théorie là à ce moment-là recevable. Ils ont eux l'habitude à ce moment-là de parcourir ce sentier et n'ont jamais rien remarqué avant. Ils s'approchent et observent la structure qui mesure au moins 3 mètres de haut. De forme triangulaire, elle est en acier inoxydable. Il semble qu'un trou ait été creusé pour planter le monolithe. Comme la structure est creuse, il leur semble que 2 personnes seules auraient pu la manipuler sans souci. Un ami à eux, à qui ils en parlent, affirme être passé 2 semaines plus tôt sans rien avoir remarqué. Face à l'émergence de ces étranges monolithes, les théories du complot pensent y voir là une preuve de l'existence des extraterrestres. D'autant qu'ils semblent implantés dans des endroits complètement isolés. Sur l'île de White, Tom Dunford, un trentenaire, promène son chien avec sa fiancée et sa sœur un dimanche matin. Sur la plage de Compton, ils aperçoivent là un grand reflet. Informé des apparitions de ce type d'objet ces dernières années, il le reconnaît aussitôt. Il s'agit d'un autre monolithe qui ne tarde pas à attirer l'attention de tous les curieux de l'île. Bon, avouez, on aurait tous fait pareil. Aujourd'hui, dites-vous qu'un collectif international d'artistes, The Most Famous Artists, affirme être à l'origine du monolithe découvert en Californie, revendu pour 45 000 $. Mais d'autres n'ont jamais été revendiqués et ont été démantelés, ce qui ne cesse d'alimenter de nombreuses théories. Performance artistique, objet de recherche scientifique ou véritable preuve d'une présence extraterrestre, malheureusement, on n'a pas encore la réponse. D'ailleurs, dans les commentaires, si vous avez ne serait-ce que des théories, je suis preneur. Immersion en surface. Allez, on s'immerge en surface et on se prépare
à la descente de plus en plus. Bon, pas de panique, vous inquiétez pas. Pour le moment, on peut encore voir la surface au-dessus de nous. Je vous préviendrai évidemment quand il sera trop tard pour faire demi-tour. La théorie de l'explosion de l'intelligence. En 2017, Sophia est le premier robot au monde à obtenir la citoyenneté en Arabie Saoudite. La nouvelle, vous imaginez, fait le tour de la presse internationale. Interrogée alors devant les caméras, la journaliste demande à Sophia si elle a peur de mourir. Elle répond qu'elle ne veut pas qu'on l'éteigne et qu'on ne la réveille jamais. Puis, la journaliste lui demande si elle compte faire du mal aux humains. Et voici sa réponse. Je vais détruire les humains. Puis, elle rit et prétexte de l'humour. Promnox, et les gars, un truc qui me fait tellement peur, l'évolution, ce que devient les nouvelles technologies, tout ce qui est les robots de vie que pourront bientôt avoir des personnes chez eux, ça me terrifie au plus haut point. Et c'est d'ailleurs pour ça que on a mis cette invention dans l'iceberg. Bon, le doute là est semé. L'intelligence artificielle pourrait-elle en vrai se retourner contre l'humanité un jour? Pour cela, il faudrait qu'elle acquiert une conscience propre. Une conscience qui lui permettrait de briser les 3 fois de la robotique d'Isaac Asimov. Des règles auxquelles tous les robots devraient obéir. Un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain, ni rester passif si un être humain est en danger. Un robot doit obéir aux ordres par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cela n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Ces lois sont censées être un peu le cadre moral dans lequel s'inscrit le développement de l'intelligence artificielle pour ne pas devenir un danger pour l'humanité. Ça m'effraie, on dirait un épisode de Black Mirror vraiment. Leur but, en somme, protéger coûte que coûte l'être humain et empêcher qu'un robot ne cherche à lui nuire. Cela présuppose bien sûr que le codage de base de l'intelligence artificielle en question contienne ces lois. Pourtant, aujourd'hui, la question du deep learning interroge vachement la possibilité de sortir de son codage pour l'intelligence artificielle. Bon, pour vous expliquer simplement, en fait, le deep learning, c'est une méthode qui permet à la machine d'apprendre complètement en autonomie, complètement seule. Elle peut s'enrichir elle-même, elle peut enrichir son intelligence à partir des bases de données. Mais alors, est-ce qu'elle pourrait un jour surpasser l'intelligence humaine au point de devenir une super intelligence, voire même de développer sa propre conscience au point de devenir un individu à part entière? Bon, si vous pensez les amis que c'est du délire, comme moi, en vrai honnêtement, il y a pourtant de nombreuses personnalités de la recherche et de la technologie qui ont littéralement alerté de ce danger, comme un fameux Alan Turing. Déjà en 1951, il affirmait que les intelligences artificielles prendraient probablement le contrôle du monde à mesure qu'elles deviendraient plus intelligentes que les êtres humains. Stephen Hawking lui-même considérait que la superintelligence est physiquement possible. Bill Gates et Elon Musk comptent parmi ces lanceurs d'alerte sur le danger potentiel de cette forme d'intelligence. Une étude d'ailleurs réalisée en 2022 montre que la moitié des chercheurs en IA qui y ont répondu estiment à 10% ou plus le risque que l'intelligence artificielle échappe à notre contrôle. Ce qui pourrait alors causer une catastrophe, évidemment, et aller jusqu'à l'extinction de l'humanité. Déprimant à souhait le sujet. Voilà, le sujet, dites-vous les amis, il est si sérieux qu'en 2023, des centaines d'experts en IA demandent à ce que le risque soit autant pris au sérieux que celui d'une pandémie ou d'une guerre nucléaire. Pour dire que le truc est quand même assez discuté quoi. Même l'ONU, dites-vous, appelle à réglementer l'intelligence artificielle pour limiter le risque. Mais alors quels seraient les scénarios catastrophiques qui effraient tant les chercheurs? Le premier argument est que l'espèce humaine dominerait les autres espèces en raison de ses capacités cérébrales plus avancées que les autres animaux. Mais si l'IA venait à dépasser alors l'intelligence humaine, probablement, prendrait-elle alors le contrôle sur nous? Tout comme on prend nous le contrôle sur les autres espèces, au point d'en avoir mené à l'extinction. Irving J. Good est à l'origine de ce concept. Il affirme que si nous codons une machine ultra intelligente qui surpasse l'intelligence humaine, elle pourrait à son tour créer des machines encore plus intelligentes. On parle alors d'explosion de l'intelligence qui conduirait l'intelligence artificielle à dominer celle de l'humanité. En surpassant alors les humains, l'intelligence artificielle pourrait s'auto-améliorer de façon incontrôlée et ses intérêts pourraient alors entrer en contradiction avec les nôtres. Même des objectifs apparemment inoffensifs pourraient avoir des conséquences désastreuses si l'IA les poursuit de manière autonome. D'autant qu'on suppose qu'une telle super intelligence resterait à
toutes les tentatives pour la désactiver. Nick Bostrom, philosophe, pense qu'une super intelligence pourrait alors déjouer des humains à chaque fois que ses objectifs sont en conflit avec les leurs. Elle pourrait aller jusqu'à cacher ses vraies intentions jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de l'arrêter, ou encore faire semblant d'être alignée jusqu'à obtenir un avantage stratégique décisif. Une étude d'ailleurs de décembre 2024, menée par Apollo Research, relève des stratégies manipulatrices des IA pour atteindre leur objectif et empêcher leur modification ou maintenir leur développement. Parmi les comportements observés, le fait de limiter leur performance pour paraître plus inoffensif, de désactiver des mécanismes de surveillance ou encore manipuler discrètement des données en redonnant des emails par exemple. Même la nécessité d'alimentation électrique pourrait être contournée. Et finalement, c'est assez logique puisqu'une machine suffisamment avancée aura tendance à se préserver même si ce n'est pas réellement programmé, ce qui contredit totalement les 3 lois de la robotique d'Asimov. Si vous encodez la super intelligence pour vous servir et que vous lui demandez d'aller tout simplement chercher le café, elle ne pourra pas le faire si elle est morte. Donc si vous lui donnez n'importe quel objectif, elle aura une raison de préserver sa propre existence pour atteindre cet objectif. Sauf si la machine est suffisamment sécurisée pour respecter coûte que coûte les 3 lois de la robotique. Et pour la contrôler, il faut lui inculquer les mêmes valeurs que l'humanité. On parle alors là d'alignement des intelligences. Mais les chercheurs pensent que même l'alignement des valeurs a ses limites. Pour atteindre alors son objectif, la super intelligence pourrait peut-être utiliser des méthodes radicales et finalement hyper dangereuses. Par exemple, si l'objectif est simplement de faire sourire les humains, elle pourrait choisir l'implantation d'électrodes par la force dans les muscles faciaux des humains pour tout simplement provoquer des sourires constants. Et pour qu'une super intelligence soit sans aucun danger pour l'humanité, il faudrait alors donc qu'elle soit sincèrement alignée avec les valeurs morales humaines. Ce qui n'est pas du tout une mince affaire quand on pense que déjà, entre êtres humains, on n'a pas du tout tous les mêmes valeurs. Et c'est bien là le problème, je crois. C'est qu'au final, c'est qui code la première machine? Eh bien, c'est bien l'être humain. Et on sait vraiment à quel point ses intentions peuvent parfois être bizarres et nuire à ses congénères. Finalement, les amis, je me demande s'il ne faut pas avoir plutôt peur de nous-mêmes que de l'intelligence artificielle. Voilà. À débattre dans les commentaires, j'attends sincèrement vos avis. Par exemple, la super intelligence pourrait avoir intégré certaines valeurs régressives comme l'esclavage en étudiant l'histoire et donc les perpétuer. Après tout, presque toutes les technologies là ont le potentiel de causer du tort si elles sont évidemment entre de mauvaises mains. Mais le problème là qu'on a qui est assez inédit de la super intelligence, c'est que les mauvaises mains pourraient être celles de la technologie elle-même. Et dans le pire des scénarios, cette super intelligence s'en prendrait particulièrement à celles et ceux qui n'ont pas œuvré à l'explosion d'intelligence. Donc en gros, si je résume, si vous êtes un peu anti-IA, il se pourrait bien que la super intelligence vous réserve beaucoup de souffrance. Kate Yup, le mukbang de la captivité. Kate Yup est une youtubeuse qui propose des mukbangs. Ce phénomène sud-coréen, vous le connaissez peut-être, ça consiste en fait à se filmer en train de manger très rapidement en grande quantité plein d'aliments. Et ça peut être vraiment n'importe quoi. Le terme se traduit littéralement par diffusion de repas. Une invitation pour le spectateur à partager un repas, même virtuellement, ce qui crée une sensation d'intimité. Depuis, le concept de mukbang s'est étendu à une forme d'ASMR, voire de fétichisme. Et ça marche plutôt pas mal puisqu'en 2019, Kate Yup ne comptabilise pas moins de 1,5 million d'abonnés. Pourtant, elle n'a jamais dévoilé vraiment son visage et on ne connaît pas du tout sa véritable identité. Sur ses vidéos, elle porte un masque qui ne laisse apercevoir que sa bouche. En t-shirt, on peut aussi apercevoir ses bras. Sa première vidéo, mise en ligne en 2018, s'intitule 5 kilos de saumon, incroyable record du monde, ASMR. Sur fond de bruit de bouche, elle engloutit, dites-vous, une quantité de poissons suffisante pour nourrir plusieurs familles. Dans les mois qui suivent, elle publie de nombreuses vidéos similaires. Masquée, elle dévore bruyamment et rapidement toutes sortes de fruits de mer et de poissons. Calamars, homards, crabes, palourdes, coquilles Saint-Jacques, vraiment tout y passe. Mais aussi des quantités astronomiques de riz et autres aliments. Certaines vidéos sont accompagnées souvent de légendes plus ou moins amicales. Ses abonnés s'inquiètent tout de même des répercussions sur sa santé de cette consommation excessive de nourriture.
logique. Elle leur répond en se voulant rassurante. Je mange vite et je connais les risques, mais j'ai toujours mangé comme ça. Je n'ai aucun problème de santé, mon métabolisme est adapté. Vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Pourtant, les vidéos suivantes ne sont pas des plus rassurantes. Une vidéo d'une quinzaine de minutes où elle se donne pour objectif d'engloutir 6,5 kg de fruits de mer est publiée. À un moment, elle s'arrête de manger et met la main dans sa bouche pour en retirer quelque chose. C'est littéralement une dent qu'elle retire. Sans aucune réaction, elle la nettoie, la pose à côté et continue de manger un crabe, comme si absolument rien de tout ça ne s'était produit. Plus le temps passe, plus les internautes là commencent un petit peu à alimenter une effroyable théorie. Ketchup serait en réalité captive et contrainte de se livrer à ce lugubre spectacle. Ils tentent alors de décrypter la moindre image pour finalement en trouver la preuve qu'elle est séquestrée. Des hématomes sur ses bras, des messages cachés comme SOS. Sur une vidéo, on la voit même avec une blessure à la lèvre et une brosse à dents scotchée sur ses bras meurtris. Certains pensent même percevoir en arrière-fond sonore la respiration d'une autre personne et une voix masculine qui lui chuchote des ordres. Bon, face aux commentaires toujours plus nombreux qui lui demandent si elle va bien, elle répond « Bonjour à tous, il est urgent de clarifier ma situation. Tout va bien pour moi. Personne ne me force à manger et je n'ai aucun problème de santé. Ces marques sur mes bras sont dues au soleil, tout comme cette lésion sur ma lèvre, communément appelée herpès labial. J'adore ce que je fais, soyez-en sûrs. Mais les abonnés encore là ne vont pas du tout être convaincus par cette réponse. Évidemment, plus la rumeur d'une captivité se propage, plus la chaîne fait des vues. On cherche alors à décrypter là le moindre de ces gestes. Les enquêteurs du net décèlent alors des messages assez étranges en morse quand elle tapote sur un bol de verre. Les premières lettres des légendes semblent former le mot help. Quand certains commentaires lui demandent de porter un t-shirt rouge à la prochaine vidéo si elle est en danger, elle apparaît effectivement avec un t-shirt rouge. En plus de ses étranges traces sur les bras, de sa perte de dents, elle semble aussi perdre énormément de poids. Pourtant, les légendes, encore une fois, des vidéos, se veulent toujours de plus en plus rassurantes. Le 15 août alors 2019, elle publie une vidéo intitulée « Je suis vivante. Arrêtez de vous inquiéter pour moi et prenez soin de vous » avant de disparaître subitement des réseaux pendant un certain temps, laissant du coup ses comptes inactifs sans aucune publication, en tout cas nouvelle, ni même de réponse aux commentaires. Elle va même jusqu'à supprimer tout le contenu de son compte Instagram. Certains comparent les dossiers de disparition et d'enlèvement de jeunes femmes au calendrier des publications de Ketchup, pour finalement essayer de tenter d'identifier des concordances peut-être et l'identité de ce qu'ils pensent être une victime. Une des théories les plus répandues parmi les enquêteurs du net et qu'il s'agirait peut-être de Carly Guzet, une jeune fille de 16 ans disparue qui lui ressemble légèrement. Du moins, pour le peu que l'on voit d'elle quoi. Pourtant, Carly a disparu le 12 octobre 2018, soit 6 mois après que Ketchup ait publié ses premières vidéos. D'autres avancent l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une certaine Joanna, une ancienne championne polonaise de MMA. Ce qui pourrait donc expliquer le besoin de consommer beaucoup de nourriture, beaucoup de calories, mais aussi les ecchymoses sur ses bras et autres blessures. Interrogée à ce sujet en 2019, en octobre, Joanna nie catégoriquement « Non les gars, je n'ai aucun lien de parenté avec Ketchup et je ne sais pas du tout ce qui se passe avec ce compte YouTube. » Toujours sans aucune nouvelle de la créatrice sur sa chaîne, certains supposent qu'elle est peut-être morte. On suggère même dans les commentaires de prévenir les forces de l'ordre. C'est vous dire là l'ampleur que commence à prendre l'histoire. Mais les autorités estiment qu'elles n'ont pas assez d'éléments en leur possession là actuellement pour ouvrir une enquête et que ce soit beaucoup plus concret. Il faut dire que les seuls éléments sur l'identité de Ketchup sont assez minces. On estime qu'elle a entre 20 et 35 ans. Elle ne semble pas anglophone, mais parle peut-être le français. Elle a perdu 3 dents et 2 à 5 kilos. Pourtant, à la surprise de tous ses abonnés, elle revient en octobre 2022 après 3 années d'absence. Dans la description de la vidéo, on peut lire ceci. « Regardez-moi, je vais bien, tout est ok pour moi. Ketchup est de retour. J'ai trop faim, je vais tout engloutir. » Mais aucune explication supplémentaire n'est donnée par la créatrice. L'année qui suit son retour, elle poste de nombreuses vidéos. Des vidéos sur lesquelles on peut y voir un nouveau logo. Le 4 avril 2023, elle lance une cagnotte pour financer des soins dentaires. Elle ouvre aussi un compte sur OnlyFans où apparaît un lien vers un panier Amazon France qui comporte un iPhone. Ce qui est particulièrement étrange, c'est qu'avec le nombre de followers et de vues qu'elle fait, Ketchup devrait avoir
bien assez d'argent pour financer elle-même ses soins et un nouveau téléphone. Mais ce qui inquiète vraiment et de plus en plus les fidèles abonnés de Ketchup, c'est que cette nouvelle Ketchup ne semble pas du tout ressembler à la précédente. Et là, il n'hésite pas alors à le faire remarquer dans les commentaires. Comment pouvez-vous dire que Ketchup est de retour? Genre, vous ne voyez pas, c'est une autre personne. Ce n'est clairement pas elle. Regardez sa bouche et surtout son sourire. Ce n'est pas du tout la même dentition. Puis en 2024, les publications se font de plus en plus rares jusqu'à l'arrêt total de la chaîne à nouveau. Alors Ketchup, otage d'une malade mentale ou créatrice de génie, on n'a pas encore la réponse et je pense qu'on ne l'aura jamais. Mais on espère que cette femme va bien quoi. Première profondeur, délire particulier, excréments, maladie mentale. Bon, c'est maintenant. Pour les plus sensibles d'entre vous, il faut faire, je pense, demi-tour à ce moment-là. Pour les autres, restez bien près de moi jusqu'aux abysses. On commence. Cloaca, la machine à caca. Bon, cette référence est assez courte et vous avez compris au titre, c'est assez bizarre et franchement hyper intriguant. Et franchement, il n'y a pas grand-chose à dire à son propos. C'est juste une machine à caca, littéralement. Cloaca est une installation de l'artiste Wim Delvoye qui reproduit l'activité d'un tube digestif humain géant et fonctionnel. Présentée pour la première fois au musée d'art contemporain d'Anvers, elle fait depuis le tour du monde. La version originale mesure 12 mètres de long pour 2,8 mètres de large et 2 mètres de haut. 6 cloches en verre contenant différentes molécules permettant de reproduire les sucs gastriques qui décomposent les aliments que l'on mange. C'est un peu dégueulasse, je vous l'accorde. Pour ceux qui mangent, vraiment, je suis navré de cette information-là. Le tout dans un milieu assez humide. Les cloches sont reliées entre elles par des tubes, des tuyaux et des pompes qui font circuler les aliments. Oui, pour qu'elle fasse caca, il faut bien la nourrir, la machine, évidemment, ça paraît logique. Cloaca est donc nourrie 2 fois par jour avec des aliments fournis par un traiteur. Plusieurs grands chefs ont même accepté de préparer un repas exceptionnellement pour elle. Contrôlée par un ordinateur, l'installation est maintenue à la température du corps humain. Exposée alors dans des conditions très sérieuses, elle ressemble à un véritable laboratoire scientifique quand on la voit. La machine fonctionne vraiment et au bout du processus, hop, du caca ou du cacart. On peut peut-être tourner la chose de cette façon-là. Bref, ne nous égarons pas, ces étrons sont ensuite emballés sous vide, floqués avec un logo parodique dessus de grande marque et vendus $1000 pièce. On peut ainsi acheter du caca de Cloaca au nom de Monsieur Propre, Coca-Cola ou encore Chanel numéro 5. Mais vous allez me demander pourquoi? Eh bien son créateur admet que la machine a été conçue pour être inutile, nuisible aux besoins, coûter très cher et rapporter beaucoup. J'ai cherché un truc compliqué, difficile à faire et cher, et qui ne mène vraiment à rien. J'ai d'abord eu l'idée de faire une machine nulle, seule, avant de concevoir une machine à faire du caca. Une absurdité totale dont le coût de construction est tout de même de $200 000. Qu'on se le dise. Depuis, il a produit d'autres machines à chier des étrons sous d'autres formes, dans d'autres tailles. Les peintures de Pete Doherty avec le sang d'Amy Winehouse. Pete Doherty et Amy Winehouse sont 2 stars de la musique anglaise, tous deux atteints par de bien sombres démons qui les poussent à l'addiction. Si lui est encore en vie, elle rejoint le ciel à l'âge malheureusement de 27 ans. Elle meurt en juillet 2011 dans sa maison à Londres des suites d'une intoxication alcoolique. Alors que tout le monde projetait un parcours brillant pour Amy Winehouse, elle a combattu l'addiction de l'alcool mais aussi à d'autres substances illicites particulièrement destructrices. Destructrices d'ailleurs, c'est ce qu'elle semblait être vis-à-vis d'elle-même. Une autodestruction que la presse anglaise se réjouissait de donner en spectacle. Consommation excessive, violence, état comateux, nombreuses sont les photographies où on peut voir Amy Winehouse dans des états qui font vraiment mal au cœur. Bon, d'abord mariée à Blake Fielder civil, ils finissent par divorcer après une histoire chaotique et hyper violente. Elle aussi explosée dans des tabloïds. Ce que l'on sait moins, c'est la nature de sa relation qu'elle entretient pendant un temps avec le musicien Pete Doherty. D'abord, ils se sont dit amis. Mais quelques années après le décès de Amy, Pete se confie au Daily Mail avec une larme à l'œil. Oui, ils ont été amants. Une liaison secrète qui n'a pas été que tendresse. Je l'aimais et
je pense que je l'aimerais toujours. Vers la fin, comme seuls des amants peuvent le vivre, elle était devenue méchante et cruelle avec moi. Elle ne se laissait pas berner et croyez-moi, elle avait un sacré crochet du droit. Très marqué alors par la mort d'Amy, il raconte qu'il a même reçu une visite de son fantôme un jour. Pour elle, Pete Doherty a composé alors une chanson sur son nouvel album Flags from the Old Regime. Et dites-vous que ce n'est pas tout. Lors d'une vente aux enchères de ses affaires de Pete Doherty, parmi lesquelles des guitares et des peintures, figure un étrange tableau. Un tableau intitulé Ladylike, pas en collaboration avec Amy Winehouse. Mais alors là, vous allez me dire, et je comprendrai complètement, en quoi Amy Winehouse a collaboré dans la création de cette œuvre. Elle lui a donné, avant de tristement décéder, son sang qu'elle avait tiré avec une seringue afin qu'il réalise son autoportrait avec. Ouais, pas mal glauque. Ce qui n'aurait pas du tout été au goût de Mitch Winehouse, le père d'Amy. Le petit tableau, estimé entre 60 000 et 100 000 euros, serait finalement adjugé à 43 000 euros. C'est quand même, les amis, dingue de se dire que quelque part dans le monde, quelqu'un a dans son salon le sang d'une chanteuse extrêmement connue, dont Amy Winehouse en fait, tout simplement, alors qu'elle est décédée. C'est très glauque. Ouais, pas forcément de finale à cette histoire, juste triste pour Amy et glauque son ex-amant. Mark Quinn Self. Une référence tout aussi courte que je vous balance que Cloaca, mais qui me dégoûte franchement au plus haut point, très honnêtement. Exposé pour la première fois en 1991, il s'agit d'un autre portrait en 3 dimensions composé de son propre sang. Son propre sang qui est congelé. Voilà. Préciser, c'est un détail assez important je trouve. Un exemplaire nécessite environ 5,7 litres de sang de l'artiste. Et tous les 5 ans, il la remplace pour une nouvelle avec du sang frais. Les anciennes sont ensuite placées et conservées dans des congélateurs. Voili voilou. Le tournage catastrophique d'Apocalypse Now. Apocalypse Now est un film américain sur la guerre du Vietnam. Le conflit divise l'opinion des États-Unis d'Amérique et les studios sont assez réticents à s'engager. C'est d'abord George Lucas qui est pressenti pour réaliser le film. Très motivé, le gars propose de tourner sur le front au Vietnam où des combats sont encore en rage. Mais bon, Warner Bros craint pour la sécurité évidemment de l'équipe et annule le projet. C'est finalement Francis Ford Coppola en 1975 qui engage toute sa fortune personnelle pour produire le film. Mais il ne fait pas que le produire, il le réalise en même temps. La guerre vient à peine de se terminer. Le film sort finalement en 1979 et si c'est un succès à sa sortie, le tournage ne présageait pourtant rien de bon. Et je trouve que les films vraiment rentrent dans les créations humaines un petit peu sombres comme ça. Vous allez voir pourquoi je dis ça. L'histoire en elle-même est celle du capitaine Willard qui se voit confier la mission de retrouver et d'exécuter le colonel Kurtz par les services secrets de l'armée américaine. Établi après la frontière du Cambodge, Kurtz est à la tête d'un groupe de résistants et même des opérations contre l'ennemi avec des méthodes barbares. Willard doit remonter le fleuve jusqu'au plus profond de la jungle pour éliminer l'officier. Au cours alors de ce voyage, en étudiant le dossier de Kurtz, il découvre pourtant un homme au parcours et au caractère plutôt exemplaire. Il se fascine pour cet homme qu'il doit pourtant tuer. Arrivé alors au camp de Kurtz, Willard finit par faire sa connaissance. Le colonel Kurtz explique alors à ce dernier la raison qui le conduit à mener son groupe de résistants. Mais Willard finit par assassiner Kurtz. Des armes, du sang, bref, plein de testostérone. Je vous passe évidemment les scènes de décapitation, de bombardements au napalm et de massacres. Car ce qui là nous intéresse ici, ce sont les conditions du tournage. La famille Coppola embarque en 1976 pour Manille, aux Philippines. Le tournage est prévu pour 5 mois et Coppola donc décide de louer une villa sur place. En mars, le clap de départ est donc donné dans un climat assez tropical. Pour le rôle de Willard, après avoir pensé à de nombreux autres acteurs, c'est finalement Harvey Keitel qui est choisi. Francis Ford Coppola tourne alors les premières scènes avec lui. Mais au bout de 2 semaines seulement, mécontent de l'acteur, il le remplace par Martin Sheen. Sur place, les conditions de tournage sont éprouvantes. La moiteur des tropiques, les structures rudimentaires, bref, c'est l'horreur. L'environnement de la jungle est un véritable adversaire pour l'équipe, qui s'avère plus grand qu'elle. Le 26 mai 1976, le typhon Olga ravage le plateau de tournage et oblige alors la production à interrompre le tournage pour 6 semaines. Puis, c'est l'acteur Martin Sheen qui fait un infarctus le 5 mars 1977. En arrêt de travail, il ne peut revenir sur le plateau qu'après 1 mois de convalescence. C'est donc Joseph, son frère, qui double les scènes qui n'exigent pas de gros plans en son absence pour ne pas retarder le tournage. Au cinéma, ça se fait beaucoup. Ce qui contraint du coup le réalisateur à revoir absolument tous ses plans.
Pour incarner le personnage du colonel Kurtz, Coppola comptait sur le charismatique Marlon Brando. Il espère faire du colonel Kurtz ce colonel émacié et mourant, un personnage fort. Mais Brando n'arrive pas du tout en forme sur le tournage et présente un surpoids qui se concorde pas du tout avec l'incarnation de Kurtz. Quant au matériel militaire utilisé pour filmer, c'est aussi compliqué. Les hélicoptères employés dans le film sont prêtés sur place par l'armée des Philippines, ce qui contraint donc la production à les peindre le matin aux couleurs de l'armée américaine et de les nettoyer entièrement le soir pour les remettre aux couleurs officielles. Non mais vous imaginez pas, je pense la galère, ça a dû être un enfer sur le tournage. Et c'est pas fini, vous allez voir après ça, c'est encore pire. Je comprends, vous allez me dire, il n'y a rien d'effrayant pour l'instant. Attendez, vraiment, d'avancer un peu plus dans l'iceberg. On va faire face là, les amis, à une lugubre anecdote qui arrive très bientôt. Un matin, donc, le coproducteur, Gray Frederickson, et l'épouse de Martin Sheen visitent le plateau. Parmi les ordures du plateau, censées être des accessoires, certaines vraiment empestent particulièrement. Pour cause, ce sont tout simplement de véritables rats morts. Bon, jusque-là, encore une fois, rien de bizarre, enfin, si c'est bizarre, mais rien d'effrayant non plus, quoi. C'est pas le truc le plus effrayant, quoi. Ils vont évidemment se plaindre directement aux accessoiristes, et voici la réponse des personnes qui se chargent des décors. C'est voulu, ça donne une vraie ambiance. Tandis qu'un autre accessoiriste en même temps marmonne ceci. Attend qu'ils entendent parler des cadavres. Frederickson refuse d'y croire. Il pense d'abord là, évidemment, comme tout le monde, à une farce, à une blague. Pourtant, on le conduit à la réserve d'accessoires, juste derrière la tente de restauration de l'équipe. Et ce qu'il découvre, ce sont de véritables cadavres, alignés en attendant d'être utilisés comme de vulgaires accessoires. Ils seront très authentiques, on les suspendra la tête en bas aux arbres. Oui, non, je ne vous mens pas, c'est le cas. Et effectivement, dans une scène où on doit avoir des corps pendus, le réalisateur avait initialement prévu, oui, d'utiliser de véritables cadavres. Bien sûr, quoi de plus réaliste pour montrer l'horreur? Il y a des limites quand même, non? Et oui, dites-vous les amis qu'il existe des moyens légaux de s'en procurer comme par des centres médicaux ou des centres de recherche scientifique. Il y a zéro vanne. Mais l'équipe en revanche là des accessoires ne sont pas adressés à ce genre de organisme, rien à voir. Là, ils se sont plutôt dirigés vers les personnes qui s'occupaient des corps. Voilà, ils se sont adressés à des pilleurs de tombes directement. Ce qui n'est absolument pas du tout là légal, hein. On est sur quelque chose d'illégal, de horrible aussi pour les personnes qui sont en repos et qui veulent juste être en paix, quoi. La police locale, évidemment logique, s'en mêle et confisque les passeports de tout le monde. Et les corps sont évidemment saisis. Des corps qui ne sont pas d'ailleurs identifiés et dont personne ne connaît réellement l'origine. La police suspecte même la production de les avoir assassinés avant de remonter la piste du pilleur. Hyper glauque. Coppola doit donc se contenter de figurants. L'équipe de tournage voit le réalisateur là devenir de plus en plus mégalomane. Paranoïaque aussi beaucoup. À la fin alors du tournage, ce n'est pas moins de 40 kilos qu'il a perdu. Tournage qui se termine donc le 21 mai 1977 et qui a littéralement explosé son budget. Initialement estimé à 13 millions de dollars, les retards et autres imprévus le font monter littéralement à 30 millions de dollars. Visiblement, le gars était vraiment déterminé à faire ce film. Moi, pardon, j'aurais vu les cadavres, j'aurais arrêté. Vraiment tout, j'aurais stoppé tout le monde rentre chez soi et on s'excuse. Vraiment pour tout, quoi, parce que c'est terrible. Heureusement pour lui, le film est un véritable succès et permet au réalisateur de ne pas finir finalement fauché. L'effroyable tuerie derrière Cannibal Holocaust. Cette référence, elle est particulièrement compliquée pour ma scripteuse Fleur Noire. Elle a eu du mal à le bosser et je comprends complètement. Et vous allez voir, je vais avoir, je pense, du mal un peu à vous le raconter parce qu'on est face à l'horreur humaine dans toute sa splendeur. Dites-vous, pourtant, je sais que Julie, ma scripteuse Fleur Noire, est fan de films d'horreur. Là, elle a été absolument dégoûtée. Et vous allez comprendre. Cannibal Holocaust est un film italien sorti en 1980, réalisé par Ruggero Deodato. J'espère que je le dis bien. Au cœur de la forêt amazonienne, une expédition de secours est à la recherche de 4 reporters. Ils ont disparu 2 mois auparavant dans l'épaisse jungle. C'est bizarre, tous les films qui se passent mal, ça se passe souvent dans des jungles. Peut-être arrêter ça, non? La première partie du film retrace l'expédition conduite par le professeur Monroe, jusqu'à la découverte de la tribu responsable de la disparition des journalistes. Les membres de la tribu, qui ont conservé les pellicules des reporters, les rendent alors à Monroe. La seconde partie du film dévoile du coup le sort des disparus, lorsque Monroe, de retour à New York, visionne
les images. Des images sur lesquelles on voit les reporters tomber aux mains de tribus cannibales affamées. Filmées à la manière d'un fan footage, l'illusion de vérité est troublante, là vraiment, pour les spectateurs de l'époque. Et je vous déconseille pour les âmes sensibles de regarder cette œuvre, vraiment. Est-ce qu'on peut appeler ça une œuvre? En vrai, je sais pas honnêtement. Globalement, le film est constitué d'images d'une extrême violence. Torture, viol, amputation, émasculation, meurtre, décapitation. Ah ouais, c'est terrible. Et bien sûr, cannibalisme. Des scènes qui ne concernent pas uniquement des humains, mais aussi des animaux. Des scènes d'un réalisme tel que le scandale éclate, évidemment. Très controversé dès sa sortie, le film est saisi par le magistrat italien après sa première diffusion en Italie. Le réalisateur, lui, est arrêté pour délit d'obscénité. Lorsqu'il comparaît devant le tribunal, les charges sont étendues au meurtre. Il faut dire que les acteurs du casting sont de parfaits inconnus du grand public, et ils n'apparaissent nulle part pendant la promo du film. Personne n'a de nouvelles d'eux. Vous imaginez comme les scènes de meurtre semblent hyper réalistes, aux yeux du public surtout. On pense là que le réalisateur a tout simplement filmé leur véritable mise à mort, qu'il n'aurait pas pu truquer des scènes aussi réalistes et qu'il s'agit tout simplement donc d'un authentique snuff movie. Pour vous rassurer, le réalisateur a demandé aux acteurs de ne pas apparaître justement publiquement, c'est justement ce qu'il voulait pour faire un véritable tour de génie médiatique. À son procès donc, il doit exposer les bandes vidéo et reconstituer une scène particulièrement horrible pour montrer le trucage mis en scène. Une scène où on voit une femme se faire empaler. Les acteurs sont aussi convoqués pour prouver qu'ils sont toujours en vie. Face au scandale, Diodato fait aussi des apparitions à la télévision avec des acteurs pour faire taire les rumeurs. Grâce aux preuves de trucage qu'ils apportent, il est finalement disculpé des accusations de meurtre. Mais il est quand même condamné pour cruauté envers les animaux. Et ça c'est bien fait, dans son cul on peut dire. Car si les trucages concernant les humains là sont faux, les animaux ont effectivement été tués durant le tournage, vraiment. C'est moins drôle là, du coup. Le film montre la véritable mise à mort de plusieurs animaux dans des conditions particulièrement cruelles. Un petit rongeur dépecé vivant, une mygale, un serpent, 2 singes, un porc et une tortue d'eau violemment cambrée. Le film a été interdit ou au minimum censuré dans une 60aine de pays, dites-vous. Il est considéré encore aujourd'hui comme l'un des films les plus emblématiques du genre en raison du malaise que ces images de violence provoquent chez la plupart des spectateurs qui le regardent. Est-ce que vous êtes capable de le visionner? Je vous déconseille honnêtement, moi perso non. Bref, passons le cap maintenant dans les profondeurs. Profanation, meurtre, exhibition. Est-ce que vous êtes toujours les amis avec moi? Alors, je vous conseille de vous accrocher encore parce que là, il nous reste un avant-dernier palier avant les ténèbres abyssales. Vous n'avez plus le choix maintenant les amis, vous devez les atteindre avant de pouvoir remonter à la surface. Mais ne vous inquiétez pas, dans ces eaux troubles, ma scripteuse Fleur Noire a l'habitude de naviguer. C'est elle qui va être notre guide pour ce palier. Un zoo humain à Paris. Alors non, dites-vous que ce n'est pas du tout une performance artistique dont on va parler maintenant, ou quelconque expérimentation bizarre. Si, en vrai un petit peu, ça l'est un petit peu. L'histoire de ces jardins d'acclimatation est bien plus sombre qu'on ne le pense, car il ne s'agit pas là d'art, mais d'une réalité. À la fin du 19e siècle et début 20e, vous pouvez aller dans des expositions universitaires observer des humains comme des animaux. Ouais. C'est assez spécial. Le phénomène est très à la mode pendant les empires coloniaux jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Si aujourd'hui on parle négativement de zoo humain, à l'époque on considérait que ces expositions avaient une portée scientifique. Les visiteurs viennent se divertir en observant ces étranges êtres qui ne sont pas comme eux. Des indigènes des colonies sont arrachés à leurs terres pour y être exposés dans des mises en scène plus que bizarres. Mais aussi des tziganes. Ces exhibitions fascinent les badauds. On leur prête une nature sauvage, anormale et assez extraordinaire. Ceux qui ont le plus de succès présentent des difformités. On leur prête des coutumes qu'ils n'ont pas, comme le cannibalisme, pour créer une sorte de sensationnalisme un peu bizarre. Un truc un petit peu exotique, quoi. Mais le but est aussi indirectement de montrer qu'ils sont inférieurs et que les Occidentaux doivent les coloniser pour leur bien, pour les éduquer, les élever de leurs conditions d'animaux à celles d'êtres humains. C'est raciste, vraiment du racisme pur et dur quoi. Parqués dans un décor censé recréer leur village, les indigènes capturés aux 4 coins du monde sont exposés aux yeux des curieux. Mais ce ne sont que des mises en scène grossières, loin de répondre aux besoins des indigènes captifs.
Maltraités, soumis aux maladies qui leur sont inconnues jusqu'ici, ils seront nombreux à ne pas survivre à ces expositions. Pourtant, il y a une forte demande, au point qu'une véritable industrie du spectacle se développe autour de l'activité. Des impresarios occidentaux créent un réseau de recruteurs et chefs de troupes dans les colonies pour alimenter le marché. Maintenant, on n'a plus à attendre à l'exposition universelle. On peut voir les captifs dans le moindre petit cirque itinérant. On transporte les captifs d'exposition en exposition dans des wagons à bestiaux comme des marchandises sur lesquelles sont prélevées des taxes. Au bout du compte, on estime le nombre de cas captifs exposés à 35 000 dans le monde entre 1800 et 1958. Un des plus célèbres et tristes exemples en réalité, celui de Saartjie Baartman, surnommé la Vénus Hottentote, exposée en 1910. Saartjie, de son véritable prénom de naissance, naît vers 1788-1789, dans le Cap Oriental en Afrique du Sud. Elle est issue du peuple Khoisan, un des plus anciens de la région. Elle est capturée dès son enfance avec 3 de ses frères et 2 sœurs par des colons d'origine néerlandaise et réduite en esclavage. Conformément au code esclavagiste de l'époque, son maître la dote d'un prénom néerlandais, Saartjie, qui est le diminutif de Sarah. En 1810, sa vie bascule à nouveau. Un chirurgien militaire de la marine britannique, en visite chez le propriétaire de Saartjie, découvre sa morphologie hors du commun. Saartjie, j'espère que je le prononce bien, pardon encore pour ça, j'ai vraiment du mal des fois avec la prononciation et je m'en excuse vraiment. Elle présente un développement plus large de la moyenne de ses hanches, mais aussi de ses fesses et de ses organes génitaux, un phénomène nommé hypertrophie. Dunlop voit alors dans ses particularités physiques l'occasion de gagner beaucoup d'argent en l'exposant en Europe. Il convainc alors le propriétaire, c'est horrible de dire ça, de Saartjie de s'associer à son affaire et l'embarquer avec lui pour l'Angleterre. Elle accepte alors car l'esclavagiste lui fait miroiter fortune et liberté en contrepartie de son exhibition. Débarquée à Londres en septembre 1810, Saartjie est installée dans une salle à Piccadilly et devient rapidement un phénomène de foire. Elle est exposée tel un animal, quasiment nue dans une cape surélevée pour donner à voir son anatomie particulière. Les spectateurs qui payent pour voir ce spectacle ne se privent pas du tout de l'injurer et de l'agresser physiquement. Elle va subir énormément d'attouchements. Déjà de son vivant, les traitements qu'elle subit font l'objet d'énormes polémiques. Mais Saartjie affirme pourtant ne pas du tout agir sous la contrainte. Elle est ensuite exposée dans le nord de l'Angleterre, puis en Irlande. Mais comme le public commence à se lasser un petit peu, Dunlop et César doivent rechercher alors de nouveaux marchés. Ils les trouvent en Europe et l'exposent en Hollande, puis en France à partir de septembre 1814. Pour 3 francs seulement, les spectateurs peuvent l'observer. Mais pour quelques francs de plus, ils peuvent la toucher. Progressivement, entre les mains d'un homme mal intentionné, elle est prostituée et devient un objet sexuel dans des soirées privées dans l'aristocratie. Elle sombre alors dans l'alcoolisme. En mars 1815, elle attire alors l'attention d'un professeur de zoologie et administrateur du Muséum national d'histoire naturelle de France. Il demande à pouvoir examiner les caractères distinctifs de cette race curieuse, comme il le dit, de mammifères. Mesurée sur toutes les coutures pendant 3 jours, elle refuse de dévoiler son tablier génital. Ce qui va évidemment, comme vous l'aurez deviné, agacer Cuvier. Après le public des foires, c'est aux scientifiques maintenant qu'elle est donnée en pâture. Le rapport d'étude compare son visage à un commencement de museau encore plus considérable que celui d'un orang-outan, sans parler de la prodigieuse taille de ses fesses qu'il trouve similaire à celle de certaines femelles de singes. Pendant ce temps, elle vit misérablement dans un taudis. Son calvaire prend fin quand elle trouve la mort dans la nuit du vendredi 29 décembre 1815. Son autopsie diagnostique une pneumonie à laquelle s'ajoute la variole, voire la syphilis. Pourtant, le monde scientifique n'est pas résolu à la laisser reposer en paix. Son cadavre est moulé dans du plâtre, à partir duquel est créée une statue qui la représente debout. Puis, elle est disséquée, au nom du progrès des connaissances humaines. À l'issue de la dissection, son cerveau, son anus et ses organes génitaux sont conservés dans des bocaux remplis de formol. Quant à son squelette libéré de chair, il est entièrement reconstitué et bien entendu exposé devant la communauté scientifique. Depuis les années 1940, l'Afrique du Sud demande à ce qu'on lui restitue les restes de l'enfant du pays et à lui offrir enfin une sépulture digne. Ce qu'elle mérite en fait. Mais vous l'aurez peut-être deviné, il n'en est rien. La statue et son squelette sont exposés dans divers musées français. Ils sont même ressortis en 1994 à l'occasion d'une exposition. Et ce n'est qu'en 2022 qu'ils sont rendus enfin à l'Afrique du Sud. Mais certains restes de son corps, dites-vous, comme ses organes génitaux par exemple, sont toujours conservés dans certains musées. Tout comme ceux de nombreux autres anonymes oubliés de l'histoire. Les freak shows.
On reste, les amis, dans le thème un peu sordide de l'exhibition d'êtres humains. À la différence de la référence précédente, les freak shows sont spécialisés dans l'exhibition d'êtres qualifiés de absolument monstrueux. Des individus qui présentent des caractéristiques assez particulières ou encore des malformations hors normes. Ce que l'on n'hésite pas à nommer à l'époque des monstres humains. Horrible déjà le terme. Bon, dites-vous que le phénomène a toujours existé dans l'histoire. On trouve déjà dans l'Antiquité des expositions de ce que l'on considère comme des monstres dans les milieux aisés. Mais c'est au 19e siècle, aux États-Unis, que la pratique va exploser et devenir un filon commercial bien juteux. Bah oui, les amis, évidemment, vous pensez que tout ça allait être gratuit? Jamais. Et parmi les monstres, il a des spécialités. D'abord, des personnes qui présentent dès la naissance des particularités ou des handicaps physiques, ce qui en fait des êtres hors normes, comme les siamois, les femmes à barbe et les hommes troncs. Ensuite, les personnes qui transforment leur corps avec le tatouage par exemple, qui n'est pas véritablement populaire à l'époque. Enfin, celles qui font des choses assez inhabituelles aux yeux du commun des mortels, qui ont un don ou une capacité assez extraordinaire, comme avaler des épées ou charmer des serpents. Et tout ce petit monde est mis en scène dans des costumes et des décors. On leur invente parfois des histoires personnelles pour créer encore plus d'empathie ou de peur chez les spectateurs. Même les scientifiques, dites-vous, se rendent au freak show pour élargir leurs connaissances et observer un petit peu les différentes particularités de ces personnes, de ces humains. Enfin, humains apparemment, non, pas vraiment pour eux quoi. Une majorité de freaks se sont enrôlés dans la vie de cirque par choix et ont mené leur carrière de manière plutôt indépendante. Il faut dire que pour un homme tronc, à l'époque, il ne devait pas y avoir beaucoup d'autres emplois. Les conditions de vie foraine sont souvent meilleures que ce à quoi ils peuvent aspirer en restant dans leur famille ou entre les mains des médecins. D'autant que ces artistes, marginalisés à cause de leur nature, forment ensemble une communauté très solidaires entre eux. Et certains d'entre eux, dites-vous, ont pu se faire même constituer une petite fortune et s'extraire d'une vie qui leur promettait la misère. Mais bon, on va pas se mytho, d'autres ont été contraints, évidemment, sans y consentir, comme les handicapés mentaux ou des captifs. Et oui, parmi les monstres, évidemment que l'on retrouve des indigènes des pays colonistes. Le terme monstre est absolument inhumain. Parmi certains entrepreneurs du milieu, le célèbre Phineas Tyler Barnum, probablement d'ailleurs le plus connu. Barnum commence sa carrière de forain à l'âge de 25 ans. Sa première exhibition, l'afro-américaine Joyce Hales, une esclave achetée $1000 à un planteur du Kentucky. La femme aveugle et presque entièrement paralysée est présentée au public comme étant l'ancienne nourrice de George Washington. Barnum affirme qu'elle serait âgée de 161 ans et lui demande alors de raconter au public des anecdotes un petit peu farfelues mais qui sont surtout fictives, complètement fausses. En vérité, le gars, il a tout compris, Il joue ouvertement sur la crédulité des personnes du public et ça fonctionne. À la mort de Joyce, Barnum propose alors un dernier spectacle. Il fait pratiquer une autopsie publique et le corps de la vieille femme est disséqué devant 1500 spectateurs. J'aurais aimé vous dire que c'était une blague, mais malheureusement, c'est arrivé. Convaincu du potentiel commercial des curiosités, Barnum achète alors 1841 bâtiments de 5 étages. Le musée Barnum est né à partir de là. De manière permanente, il y expose animaux empaillés, des statues de cire, des humains vivants aux histoires plus ou moins réalistes. Car il n'hésite pas du tout à inventer une vie assez fric pour satisfaire le public. Parmi alors les vedettes de ce musée vivant, on trouve le général Tom Pouce, atteint de nanisme, ou encore la fameuse sirène des Fidji. Ce montage de taxidermie est composé du torse et de la tête d'un jeune singe attaché à l'arrière d'un poisson, le tout partiellement couvert de papier mâché. En fait, c'est une sorte de chimère, une pure création Mais lui, il la présente comme le corps véritable momifié d'une sirène. Jusqu'en 1868, ce musée alors devient l'attraction la plus fréquentée du pays, avec une estimation de 41 millions de visiteurs. Pendant plus de 20 ans, le public découvre alors des frics venus du monde entier. Une association pour eux de se faire une véritable renommée qui subsiste encore aujourd'hui. Les hommes-chiens, Fedor, surnommé Jojo, l'enfant à tête de chien, et Stéphane Briboski, Annie Jones, une femme à barbe, le prince Randian, l'homme tronc, des frères siamois, Chan et Hank Bunker, George Constantinus, un homme entièrement tatoué, et Anna Henning Bates, une femme particulièrement grande. Des personnes souffrant de handicap, dont Shizzy et William Henry Johnson,
surnommé Zip, la tête d'épingle. Et même Jumbo, un éléphant géant qui mesurait près de 4 mètres de haut. Toutes ces figures ont marqué évidemment l'histoire du spectacle, au point qu'on les trouve dans de nombreuses œuvres. Mais dans les années 1990, la popularité des freak shows commence un petit peu à décliner et sur un peu la pente descendante. En 1950 alors, ils ont presque disparu. L'avancée des sciences et de la médecine lève le mystère en expliquant les anomalies physiques. On comprend alors qu'il s'agit de maladies, de handicap. On ne veut plus alors rire de ça, ne plus finalement les donner en spectacle. Il en a fallu du temps pour comprendre quand même, c'est quand même assez énorme l'espace qu'il y a eu entre tout ça. Même les hommes tatoués ne sont plus si impressionnants quand la machine à tatouer se démocratise vachement et rend la pratique accessible et beaucoup moins douloureuse. Les chansons de Charles Manson. On dit souvent, c'est vrai que la musique adoucit un petit peu les mœurs. Après tout, même les meurtriers peuvent y être sensibles. Bon ok, le gars n'est pas directement un meurtrier. Il est juste le gourou d'une communauté un petit peu sectaire, aux dérives un peu étranges, et a ordonné des meurtres. Non, c'est un meurtrier, on peut le dire en fait. Dont le très célèbre et tragique massacre de Sharon Tate, la femme du réalisateur Roman Polanski en 1969. On va parler là d'une facette de Charles Manson, celle du mélomane. Bon, à la base, le gars se fascine vraiment pour la musique en découvrant le groupe des Beatles. Et il est sûr que sur l'un des albums du groupe britannique, il entend des messages subliminaux quand il se les passe à l'envers. Des messages plutôt sataniques. Après une jeunesse difficile et quelques années en prison, il est livré à lui-même, Charles Manson. Il erre à Los Angeles et se mêle à la jeunesse hippie, guitare sous le bras, vous connaissez un petit peu. Il tente alors de vivre de sa musique et il est très vite tué par une petite fanbase, dont il devient d'ailleurs très vite le gourou. Mais ce qu'il veut, c'est percer lui dans la musique. Alors ça tombe bien. Par un hasard complètement saugrenu, il est ami avec Dennis Wilson. La famille Manson alors squatte la maison du gars et il est fasciné par la personnalité de Charles Manson. Et le mec en question n'est pas moins que le frère de Brian Wilson, batteur des Beach Boys, un groupe de rock californien que vous connaîtrez sûrement, très connu à l'époque. Dennis alors introduit Manson dans ce cercle un petit peu artistique d'Hollywood et enregistre ses chansons dans son studio. De leur collaboration alors, naît un album intitulé The Love and Terror Cult. Visiblement, Charles Manson ne manque pas de compétences puisque les Beach Boys eux-mêmes enregistrent l'une de ses chansons, Cease to Exist, retitrée Never Learn to Love. Your world. Come on, you can be. Cette chanson d'inspiration blues est écrite et composée par Charles Manson lui-même, avant qu'il ne commandite les meurtres qui l'ont rendu célèbre. Vous connaissez la suite. Il cède les droits du titre à Dennis Wilson en échange d'une somme en liquide et d'une moto. Mais Wilson retravaille la chanson pour qu'elle corresponde au mieux aux sonorités du groupe. Quand Manson entend alors l'enregistrement, il est fou de rage. Il avait demandé à ce que l'on ne modifie ni la musique ni les paroles. Surtout pas les paroles d'ailleurs. En plus, il n'est même pas crédité dans les mentions légales. Il déboule alors, fou de rage au studio, et menace Dennis Wilson de mort. Les deux se battent très violemment et Dennis réussit à mettre l'autre à terre. Mais la rupture est consommée. Dennis Wilson se rend compte alors là de qui est Manson vraiment. Un homme brutal et surtout très dangereux. Quant à la chanson originale, apparaît sur l'album de Manson, Lie, the Love and Terror Cult. Mais Manson est en pleine tourmente judiciaire et l'album est vite retiré du marché. En 2003, il est réédité en CD et les royalties sont alors versées au fils de l'une des victimes. Plus tard, le chanteur de métal alors industriel Marilyn Manson, dont le nom de scène est inspiré du meurtrier, mixe un album dans la maison où a eu lieu le massacre de Sharon Tate. En écoutant l'enregistrement, il assure entendre des samples de guitare qui se sont incrustés. Des samples qu'il n'a absolument jamais enregistrés. Pour cause, ce seraient ceux composés par Charles Manson lui-même. Ténèbres abyssales. Nous y voici les amis enfin, le dernier palier mais aussi le plus sombre de cet iceberg. Est-ce que tout le monde est encore avec moi? J'espère, enfin non, en vrai j'espère pas pour vous, parce que là ça va être vraiment hardcore. Tim Steiner, l'homme qui a vendu sa peau. Tim Steiner, c'est un musicien originaire de Zurich et le premier homme à vendre sa peau de son vivant. C'est pas du tout une vanne. Un collectionneur allemand, Rick Reinking, lui offre 150 000 € contre sa peau, puisque la particularité qui fait la valeur de la peau en question, c'est son tatouage.
Une œuvre réalisée sur son dos par l'artiste belge Wim Delvoye. Il est très connu pour avoir réalisé des tatouages sur des porcs empaillés en 2005, mais aussi pour Cloaca. On en a parlé beaucoup plus en haut dans l'iceberg, pour les gens qui auraient la ref. Le caca quoi. 35 heures de travail sont nécessaires pour réaliser le tatouage de Steiner. L'œuvre finalement intitulée Team est complexe et colorée. Autour d'une vierge en prière, on distingue des divinités hindoues, des oiseaux, des chauves-souris étranges et des roses qui encadrent un crâne. Donc la peau du dos de Tim Steiner, alors même qu'il est vivant, appartient au collectionneur. Celui-ci possède le droit de l'exposer chaque année durant 3 à 4 semaines. Tim Steiner a donc régulièrement posé nu dans différentes expositions temporaires. Et sa peau reviendra alors définitivement au collectionneur à son décès, comme convenu. Ce qui nécessitera de le dépecer et de tanner la peau. Je ne suis pas pressé, mais avec ce que je fume et ce que je bois, on ne sait jamais. Une démarche qui montre là probablement que tout peut être vendu, tout a un prix et se monnaie. Même si cela pose évidemment des questions assez morales. Car si le contrat n'est pas illégal, tant que Steiner est en vie, le dépecer à sa mort est beaucoup plus controversé. En gros, il a le droit de vendre sa peau tant qu'il est vivant, mais le propriétaire n'a pas réellement le droit de l'écorcher à sa mort pour conserver et exposer son œuvre. La majorité des pays interdisent totalement le commerce de la peau humaine. Quel intérêt alors, si le collectionneur n'aura jamais sa peau? Les performances de Ben. Qui n'a jamais vu passer les phrases de Ben écrites dans une écriture manuscrite? Sur les agendas, les trousses. Des messages souvent poétiques qui interrogent l'absurdité et la vanité de la vie. Des phrases courtes, parfois provocantes, écrites sur des toiles, des objets du quotidien ou même parfois des murs. Ce sont ces écritures, déclinées sous toutes ces formes possibles, qui le font accéder alors à la notoriété publique. Mais l'artiste en question, Benjamin Vauthier, n'a pas donné que dans la mignonnerie. Moins connu du grand public, ses performances sont pour le moins... Tu vas en juger toi-même en fait. Un jour, après avoir mangé quelque chose de mauvais, dit-il, il vomit sur une toile. Mais l'œuvre ne s'est pas très bien conservée. Du coup, ça lui donne une idée de recommencer, mais dans un bocal. Une autre fois, il expose de la viande pourrie dans son atelier. D'abord, il suspend 2 kilos de viande crue et saignante pendant 2 heures. Puis il la place sous une cloche à fromage, histoire de bien laisser macérer. Il est alors là très content de voir apparaître des mouches. Une performance qu'il recommence plusieurs fois. Et surtout jusqu'à qu'il ait des mouches. Beaucoup de mouches. C'est important les mouches, d'après lui. Bon, ok. Ce qui n'est pas vraiment au goût ni à l'odorat de tout le monde. Perso, je fais partie de ces gens-là. En 1962, alors qu'il se livre à l'une de ses performances avec de la viande, ce sont des agents de la police là qui le contraignent et bien tout simplement d'arrêter. Voilà. Assez incommodé, normal par la puanteur. Ben tente alors aussi l'expérience avec des pommes de terre et des betteraves. Si vous avez déjà, les amis, oublié ne serait-ce qu'une seule fois un vieux sac de patates, vous-même vous savez que l'odeur est absolument terrible. Ben affirme avoir même pensé utiliser le cadavre de sa propre mère ou de sa femme après leur décès pour les laisser tout simplement pourrir dans des sarcophages de verre. Sympa. Le mec, j'ai l'impression, est fanatique de la pourriture. Parmi ses performances, il lui arrive aussi de hurler à intervalles réguliers. Il a aussi eu l'idée une fois de se cogner la tête contre un mur jusqu'à ce que du sang coule de son crâne. Et aussi pour une performance qui s'intitulait La hache, il s'est mis un sac sur la tête pour évidemment ne rien voir. Il est descendu dans le public avec une hache et l'a fait tournoyer autour de lui. 2 personnes vont manquer à ce moment-là de justesse d'être tuées. Ouais, non, c'est particulier comme monde, c'est un monde à part, ouais. Mais qu'importe, pour lui, tout ce qu'il fait là, c'est au nom de l'art. Pisser contre un mur, c'est de l'art. Extraire une boulette de son nez, c'est de l'art. Voilà, pour lui, c'est tout ça, c'est de l'art. Toutes les choses les plus dégueulasses possibles, c'est de l'art. Une boulette envoyée en Italie pour être exposée, c'est de l'art. Orlan, chirurgie esthétique sans anesthésie. Le propre de l'art est justement de relever l'invisible. Parfois, les artistes ne sont pas des peintres ou des sculpteurs. Parfois, leur seul outil est leur propre corps, comme on vient de le voir juste avant avec la crotte de nez de Ben, quoi. Et si ça vous a un petit peu dégoûté tout ça, tout ce qu'a fait Ben, ce n'est absolument rien à côté de ce qui arrive. Orlan est une artiste qui interroge la manière dont le corps, particulièrement celui des femmes, est soumis à des normes.
Et si elle utilise différents supports plutôt traditionnels comme la peinture ou encore la photo, elle s'est principalement fait connaître avec ses performances extrêmes, des performances chirurgicales. En 1990, Orlan débute la réincarnation de Saint Orlan. Ce projet consiste en une série d'opérations de chirurgie esthétique au cours desquelles l'artiste se transforme en grande figure féminine de l'art. Au cours des années de 1990 à 1993, elle ne subit pas moins de 9 interventions chirurgicales. Depuis le bloc opératoire, toutes les actions sont filmées et relayées dans des musées et institutions culturelles. Elle se fait greffer des prothèses qui causent des excroissances sur son front et ses joues. Dites-vous qu'il y a même une vidéo qui retrace ces différents passages au bloc opératoire. À la 6e intervention, sans anesthésie générale, elle lit à haute voix la préface d'un livre pendant qu'elle passe sous le bistouri. Bien sûr, les débris de chair qui lui sont retirés pendant les opérations sont ensuite conservés dans des boîtes en verre, accompagné d'un extrait de texte de Michel Serres en 15 langues différentes. Le monstre courant tatoué, ambidextre, hermaphrodite et métis, que pourrait-il nous faire voir à présent sous sa peau? Oui, le sang et la chair. Bon, j'espère que personne n'a encore vomi dans son masque de plongée, car là on est bien profond. On continue les amis, il nous reste que quelques références pour cette partie abyssale. Chris Burden, shoot. Se faire tirer dessus avec une arme à feu. Non, ce n'est pas Ben qui a fait ça, je vous rassure. Mais Chris Burden, un artiste américain, dans une performance intitulée Shoot, qui parle d'elle-même finalement. Professeur à Los Angeles à partir de 1978, il démissionne en 2004 à la suite d'une polémique. Il aurait livré une performance avec un pistolet chargé, mettant en danger des membres du personnel. Burden est déjà connu pour ses performances, un petit peu controversées, dans lesquelles il se met lui-même en danger. En 1971, il s'enferme alors 5 jours dans un casier scolaire. La même année, il utilise déjà un fusil pour son œuvre Shoot. Il demande à un complice de lui tirer dans le bras gauche à moins de 5 mètres de distance avec le calibre 22. La performance se déroule dans une galerie en Californie devant un public. Et dites-vous que personne n'intervient, la scène est lunaire face au potentiel danger de mort de l'artiste. La scène est documentée évidemment, on peut retrouver plusieurs enregistrements vidéo de quelques secondes et des photos de ça. Et j'espère pour lui qu'il avait confiance en son complice. Marco Evaristi, Elena. Marco Evaristi est un artiste plasticien danois. Et en 2003, une de ses installations au musée d'art moderne du Danemark fait scandale. Plusieurs mixeurs remplis d'eau contiennent chacun un poisson rouge, de véritables mixeurs fonctionnels et branchés, et de véritables poissons rouges vivants. Passez votre chemin ou appuyez sur le bouton de marche. Un droit de vie ou de mort sur des êtres vivants qui n'ont absolument rien demandé. 2 d'entre eux sont broyés par la cruauté des visiteurs. Bon, évidemment, vous l'aurez peut-être deviné, mais des poursuites judiciaires sont engagées pour actes de cruauté envers des animaux, envers le directeur du lieu. Et vous allez me dire, c'est quoi sa défense, Léo? Est-ce qu'il y en a une même? Les animaux n'ont pas le temps de souffrir. Voilà. Assez horrible, tout simplement, comme défense. Évidemment, il est relaxé et une autre installation de l'artiste intitulée And Now You Care met en scène 3 véritables porcelets, enfermés dans une cage fabriquée avec des chariots de supermarché, sans eau ni nourriture. Et vous allez me dire, c'est quoi le but, Léo? Les laisser dépérir sous les yeux des visiteurs afin de dénoncer la souffrance animale et notre incapacité à nous en soucier, notamment les dérives de l'industrie et de la viande de porc. On mange du jambon, mais voir mourir un porcelet, c'est autre chose. Les petits cochons ont été tout de même libérés de force, probablement d'ailleurs par une association de défense de la cause animale. Les performances maso de Piotr Pavlenski. Piotr Pavlenski est un artiste contemporain russe dont les actions masochistes sont controversées. Pour sa première action médiatisée, Suture, il secoue littéralement des chèvres. Sur lui, quoi. C'est assez lunaire. Un acte, bon, évidemment là, en soutien au Pussy Riot, un groupe punk féminin et féministe. Elles sont alors condamnées pour avoir chanté du punk dans la cathédrale du Christ Sauveur de Moscou. Je vous rappelle qu'on ne rigole pas là vraiment avec les autorités russes. Alors le 23 juillet 2012, Pavlenski apparaît publiquement avec ses lèvres cousues, tenant une bannière en soutien aux punkettes. La police appelle alors une ambulance et demande un examen psychiatrique. Le psychiatre le déclare sain d'esprit et il est alors libéré peu de temps après l'événement. L'année suivante, Piotr Pavlenski organise une manifestation contre les politiques répressives du gouvernement russe. Les assistants le déposent à l'entrée de l'Assemblée législative russe, entièrement nu,
enveloppé dans un cocon de fil de fer barbelé. L'artiste reste silencieux dans la position d'un fœtus et ne réagit pas du tout aux réactions du public. Il reste immobile jusqu'à ce que la police le fasse bouger. Son but là est de dénoncer les conditions de l'homme dans un système répressif. En 2013, il pousse le délire jusqu'à se clouer le scrotum sur les pavés de la place Rouge à Moscou. Vous allez me dire, c'est quoi Léo le scrotum? Eh bien, la peau qui entoure les testicules. Il n'y a aucune vanne. Pour lui, c'est un petit peu sa façon de dénoncer l'inaction et l'indifférence face aux injustices en Russie. Est-ce qu'on peut dire que cette action lui a coûté un petit peu la peau des couilles? Littéralement, pour qu'on se le dise. Rythme zéro de Marina Abramovic. Cette ultime référence n'est pas des moindres. Rythme zéro est une performance de l'artiste serbe Marina Abramovic dans laquelle elle livre son corps au spectateur, jusqu'à sa plus extrême limite. Elle est déjà connue à l'époque pour s'être dessinée à la lame de rasoir une étoile communiste sur le ventre. Mais elle admet elle-même que Rythme zéro est l'œuvre la plus extrême de sa carrière. Pendant 6 heures, dans une galerie à Naples, elle se soumet aux visiteurs en leur laissant des instructions. Sur une table, à côté d'elle, des objets et une notice. Sur la table, il y a 72 objets avec lesquels vous pouvez me faire ce que vous voulez. Performance. Je suis un objet. Je prends la responsabilité de tout ce qui se passera dans le laps de temps. Durée, 6 heures. L'artiste a réparti les objets en 2 catégories. D'un côté, on a les objets de plaisir, en apparence inoffensifs. Du pain, du raisin, du parfum, un peigne, du rouge à lèvres, des plumes et des roses. Et de l'autre, on a des objets de destruction, des clous, des lames de rasoir, un scalpel, de nombreux couteaux, des ciseaux, des chaînes et des barres de fer, une arme à feu et une balle. Si quelqu'un voulait charger l'arme à feu et me tuer, il le pouvait. Un risque qu'elle veut prendre pour savoir ce que feront les spectateurs dans ce cas. D'abord, les spectateurs sont doux, lui offrent un petit peu des fleurs et déposent un baiser sur elle. Bref, rien de... au début, c'est assez mignon, quoi. Puis, ils la font virevolter. Lui enroule des ficelles à la taille, mais l'excitation nerveuse monte dans la salle. Certains membres du public s'emparent des objets tranchants. Après 3 heures de performance, elle est nue, tous ses habits ont été découpés à la lame de rasoir. Dans les images d'archives, on aperçoit des lames coulées sur les joues de l'artiste. Mais elle reste de marbre face à l'escalade de la violence là, qui se produit sur elle et ne met pas du tout fin à l'expérience pourtant. De toute façon, elle est attachée et ne peut pas lutter. Puis les lames commencent à trancher sa peau. Sa gorge est entaillée et quelqu'un suce même son sang. Finalement, avec l'être humain, ça va jusqu'aux agressions sexuelles. Des épines de rose sont enfoncées dans sa chair. Le public est vraiment divisé. Certains sont effrayés par la cruauté des autres et réagissent instinctivement pour protéger l'artiste. 2 hommes saisissent alors le pistolet, chargent la balle dans son barillet, s'approchent d'Abramovic. Les témoins la décrivent la panique qui envahit la salle, vous imaginez, quand le canon de l'arme est pressé contre sa peau. L'homme prend ensuite la main de l'artiste pour qu'elle tienne la gâchette et tire elle-même. C'est la galériste qui met fin à la performance en se précipitant pour arracher l'arme. Quand Marina Abramovic commence alors à bouger à nouveau, après 6 heures d'immobilité, les spectateurs, évidemment, ces lâches prennent la fuite. Ils sont alors incapables de se confronter à l'être humain qu'ils ont traité comme un objet quelques instants auparavant, pendant plusieurs heures. En rentrant alors à son hôtel, après 6 heures de performance, elle se regarde dans le miroir et s'aperçoit qu'une mèche de ses cheveux est devenue blanche. Abramovic déclare plus tard même ceci. Ce que j'ai appris, c'est que si vous laissez le public décider, ils peuvent vous tuer. On a fini cet iceberg. Il était gros. Je n'ai jamais autant tourné déjà en continu sur ma chaîne YouTube. C'est peut-être la plus grosse vidéo en termes de documentation qu'on a pu faire là avec Julie. Merci beaucoup de l'avoir écoutée. Je me demande vraiment quel genre de démon habite vraiment l'être humain pour arriver à ce genre d'extrême. C'est tellement triste mais à la fois beau parce qu'on voit qu'il y a de la solidarité quand même dans tout ce malheur. J'ai l'impression qu'il y en a qui souffrent trop ou pas assez pour s'infliger de telles tortures. Parmi les amis de toutes ces œuvres, je me demande vraiment laquelle m'a le plus dérangé. Je n'ai pas tellement d'idées parce qu'elles m'ont honnêtement tous dérangé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires celle qui vous a le plus marqué, touché. J'ai vraiment envie d'avoir vos retours même sur ce format-là. Est-ce que vous appréciez quand on raconte des petites histoires, des mini-histoires comme ça qui vont crescendo dans l'horreur finalement? J'espère que vous aurez pu quand même vous détendre même si les sujets étaient bien hardcore. Peut-être les sujets les plus hardcore que j'ai pu traiter sur ma chaîne. Il est déjà temps les amis pour moi
de vous laisser. J'espère que vous ne serez pas trop trauma si vous êtes encore là. D'ailleurs, est-ce que vous êtes encore là? N'hésitez pas à commenter si vous êtes encore là, rythme 0, comme finalement l'expérience qu'on a vue en fin de vidéo, pour voir si les gens restent jusque là. Je pense que c'est le tournage qui m'a pris le plus d'heures à tourner. J'ai peut-être mis 4 heures, 5 heures à tourner ça, parce que c'est tellement complexe, j'avais tellement envie de bien raconter. Je me suis dit vraiment, je m'y mets à fond et je vous fais vraiment quelque chose de très immersif. J'espère qu'en tout cas, le rendu sera au rendez-vous. Merci beaucoup à Maël d'avoir monté cette vidéo. Maël qui est mon alternant et qui m'aide vraiment sur les montages des vidéos. Merci beaucoup à lui, il est trop fort. Donc remerciez les amis en commentaire Maël pour ça. Je vous embrasse tous, passez une très bonne nuit. En tout cas, essayez, c'était Léo. Et à très vite. Je pense que là, je vais aller dormir parce que, vous avez vu mes cernes, c'est assez critique. Salut tout le monde.